J'ai lutté contre moi-même pendant 4 ans. C'était très long, très dur. 4 ans à se battre contre soi-même. Pas contre un business qui marche pas contre un manque de motivation, contre soi. Aujourd'hui, je reçois Stan Carré. Plus de 1000 vidéos sur YouTube, des milliers de personnes accompagnées, mais surtout un parcours intérieur assez hors norme. J'ai entamé une quête de transcendance des différentes souffrances qui étaient présentes en moi. C'est Ce qui m'a marqué chez lui, c'est pas juste ce qu'il fait aujourd'hui, c'est le niveau d'intensité qu'il a mis pour comprendre ce qui se passait en lui. on ne peut plus dévoir ce qui a été vu par l'observation intérieure. Et ben du coup, il y a des souffrances intenses qui se présentent. Dans cet épisode, on parle de ce moment précis où tu vois un truc en toi et tu peux plus jamais revenir en arrière. Mais on parle aussi de la création, de discipline et de ce que ça demande vraiment de construire une vie alignée. Je me suis pas demandé si je devais le faire. Je me suis juste demandé comment j'allais le faire. Parce que Stan, c'est aussi quelqu'un qui a tout monté sans argent, sans équipe et avec une détermination pour le coup assez violente. Il était 14h, j'étais en train de manger des spaghettis en pleurant. D'épuisement physique. Vous verrez, on est loin des discours un peu faciles qu'on voit partout. Et puis il y a un sujet qui revient tout le temps dans cet épisode, un truc un peu difficile à expliquer, mais qui change tout. Je considère l'être humain comme un système. Une manière complètement différente de voir qui on est, et pourquoi parfois on a l'impression d'être bloqué dans sa propre vie. L'âme, c'est notre identité originelle. C'est notre énergie originelle. C'est ce que nous sommes... Dans cet épisode, vous allez comprendre comment il a transformé ses souffrances en moteur, comment il a construit son activité, et pourquoi il est en train de tout miser sur l'écriture de romans. C'était la chose la plus grande que j'ai vécue de toute ma vie intérieurement, que d'écrire ce roman. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait vraiment de suivre ce que vous ressentez profondément, cet épisode pourrait bien vous bousculer un peu. C'est vers là que mon cœur me guide, donc il faut que je le fasse. Hello Stan, comment tu vas? Bonjour Paul, je vais bien, merci. Et toi, ça va bien? Eh ben moi ça va très bien aussi. Alors t'es coach en développement personnel, sophrologue et écrivain. J'ai vu que t'étais hyper actif sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube où t'as publié toutes tes chaînes confondues, plus de 1000 vidéos. Ah ouais. T'approches encore une... Ouais, j'ai fait le calcul avant. T'es chaud. T'approches aussi en cumulant tous les abonnés, plus pratiquement les 200 000. Sur Facebook, pareil, tu pètes aussi pas mal de scores. Aujourd'hui, j'ai plein de questions sur toi, sur ton parcours, sur comment tu fais tout ça. Aussi des questions sur la sophrologie, parce que finalement, c'est quelque chose que je connais pas très bien. J'ai Ouais. vu aussi que tu organisais des retraites dans le désert du Sahara cette année en Ouais. septembre, enfin sur septembre-octobre. Ouais. Je suis méga curieux. Avant Ok. qu'on plonge là-dedans, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je me nomme Stan Carré, mon vrai nom c'est Stanislas Carré. J'habite à Strasbourg et depuis 2015, j'ai entamé une quête de transcendance des différentes souffrances qui étaient présentes en moi. Ce fut une quête intensive qui a duré entre 8 et 10 ans, selon les paliers qu'on compte dedans. Et c'était ultra intensif, j'ai mis mon focus principal là-dessus, jusqu'à atteindre une zone de paix intérieure en moi, qui est dense et vaste. Et j'ai réussi, mais c'était très dur. Aujourd'hui, mes activités professionnelles, c'est d'accompagner les gens en consultation sur différentes thématiques. Donc, l'aide face aux relations toxiques, avant, pendant, après, enfin, avant le départ, pendant la rupture et après pour la reconstruction, la reconnexion à soi. La deuxième thématique, c'est justement la reconnexion à soi, à notre âme, à notre énergie originelle. Et sinon, le dépassement de conflits intérieurs. Parce qu'un conflit intérieur, c'est aussi une thématique sur laquelle j'allais m'accompagner les personnes, même si c'est un gros défi dans la vie. J'organise des retraites, comme tu l'as dit, et puis j'écris des livres, et j'écris surtout maintenant. Ce qui me botte le plus, c'est d'écrire des romans. Voilà pour ma présentation rapide. Punaise. T'as évoqué au début de ta présentation des... Je sais plus ce que c'est le mot que t'as dit, mais un conflit intérieur ou quelque chose comme ça qui t'avait fait, en gros, aller mieux petit à petit, un travail d'une dizaine d'années Une quête sur de toi. transcendance. Exactement, j'avais perdu le mot, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça correspond? Moi, je suis complètement novice là-dedans. J'ai jamais vraiment fait ce travail sur moi-même, peut-être qu'il faudrait. Est-ce que tu peux me ramener un peu sur ce passage-là? Ouais, bien sûr. Alors, je regarde s'il y a un bouton pour changer le micro. Ouais, c'est bon, j'ai capté où je peux changer le micro. Ok, merci. Alors, au cas où j'aurais besoin, parce que des fois le câble, voilà. Alors,
La quête de transcendance, de souffrance, transcender, ça veut dire s'élever au-delà de la souffrance. Donc c'est pas une fuite, c'est pas mettre les choses sous tapis, c'est pas faire taire la souffrance de force avec des techniques pour imposer le calme en compressant la souffrance. C'est que s'il y a une souffrance, c'est qu'il y a des choses qui se produisent dans notre esprit qui produisent la souffrance. L'émotionnel, la plupart du temps, c'est une réaction de notre corps et de notre système émotionnel à comment est orienté notre esprit. Donc selon la manière dont notre esprit fonctionne, est conditionné à fonctionner avec les traumatismes, peut-être s'il y a des traces traumatiques actives, ou bien juste avec les conditionnements, donc la manière dont notre esprit a été forgé à fonctionner par la société et par notre éducation. Tout ça, ça fait en sorte que notre esprit, notre énergie, il prend une certaine forme, ou une habitude de fonctionnement. Et cette habitude de fonctionnement, elle peut s'opposer à la tendance naturelle que nous avons à l'épanouissement. Et donc ça produit une souffrance, parce que soit on s'oppose à notre propre épanouissement, soit on a une vision du monde qui ne correspond pas au réel fonctionnement du monde, et où il y a les traces traumatiques aussi qui sont présentes, qui sont aussi un autre phénomène qui peut produire beaucoup de souffrance. Et tout ça, ça fait en sorte que qu'il y ait de la souffrance qui se produit dans les êtres humains. Voilà, qui se produit dans les gens, en nous, en chacun de nous. Et donc, la quête pour transcender ces souffrances, c'est que on remet les choses en nous en place. On remet les choses en place progressivement. Mais c'est très long et c'est dur parce que les souffrances, plus on avance, plus on affronte des gros morceaux et des morceaux qui structurent une partie tellement importante de notre personnalité qu'on n'envisage même pas de la remettre en question et que quand on doit le faire, parce qu'on n'a plus le choix on ne peut plus voir, on ne peut plus dévoir ce qui a été vu par l'observation intérieure. Et ben du coup, il y a des souffrances intenses qui se présentent. Enfin, voilà un peu ce qui me vient quand tu m'as posé la question. Ok, ok. Mais je comprends un peu mieux. L'idée, c'est que t'as eu une souffrance, enfin, toi en l'occurrence, mais une personne a une souffrance, elle se construit un peu une personnalité dessus, soit en défense à ce traumatisme, soit parce qu'elle a été construite comme ça. Et après, le travail, c'est de regarder, de prendre du recul et dire, ça, je fais ce travail-là. Tu vois, moi, je suis un grand maigre et on m'a toujours un peu brimé au collège parce que j'étais le grand maigre. Et maintenant, je pense que j'ai envie de prendre de la masse, mais est-ce que j'ai envie pour moi ou parce que j'ai envie de dire, en fait, je suis pas le grand maigre? C'est un peu ça, mais à chacun son échelle que tu essayes de dire, ou je pars dans une direction complètement loin. Tu pars pas dans une direction complètement loin, tu parles d'une chose. Après, la quête de transcendance des Ouais, souffrances, il y en a plein, parce qu'en nous, il y a plein de oui, conditionnements, donc on les dépasse un par un, et c'est pour ça que c'est une quête qui est longue avec plein d'étapes. Mais ce que tu racontes, bah, ça en fait partie. Après, je sais pas, est-ce que... Enfin, je pense que pour régler ce genre de problème, quand on n'est pas forcément à l'aise avec certains aspects de notre corps, selon la personne, il va y avoir des solutions différentes. Des fois, c'est changer ces aspects de notre corps. Des fois, c'est accepter notre corps. Des fois, c'est un mix entre les deux. Donc, à voir. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution là-dedans. Il faut juste trouver celle qui te convient à toi. Donc, ok. faire de la muscu pour prendre de la masse, si Et tu te sens bien, hein, c'est cool. Mais si tu sens que c'est oui. juste à cause d'une blessure ou du regard des autres, bah, peut-être qu'il y a aussi un travail d'acceptation par rapport au regard Hmm. des autres. Il faut arriver à t'en foutre par rapport à ça. Mais ça veut pas dire que tu dois pas prendre de masse si tu as aussi envie de t'étoffer. Enfin, voilà, pour moi, des fois, il y a un mix entre les deux. C'est pas forcément ça ou ça. Ok. Et toi, aujourd'hui, enfin, comment il s'est passé le passage de je vais mieux moi à je veux aider les autres à aller mieux? Comment enfin, à quel moment t'as basculé dans une position plus d'aidant? Ben, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, quand j'ai pris connaissance de l'existence du métier de coach en développement personnel, à l'époque, c'était super à la mode. On parlait beaucoup de ça à l'époque. Maintenant, un peu moins. Mais Hmm. en 2014, tout ça, c'était un truc, c'était un top objectif, c'était trop stylé. Maintenant, j'aime toujours, hein, mais à l'époque, il y avait un effet de mode dessus. Maintenant, il n'y a plus forcément la mode dessus. Avant, il y avait de la hype, il y avait une sacrée hype, parce que c'était en pleine période de ce que moi j'appelle spirituality boom. C'était vraiment dans les années 2015, 2016, 2017. Il, il y avait une sorte d'explosion là-dessus en France. Le rayon spiritualité à la Fnac, il était passé d'une sorte de maigre étagère entre deux rayons à un morceau entier de la Fnac qui était envahi par des... Il y avait genre un rayon chamanisme, un rayon divination, alors qu'avant, t'avais une étagère, quoi. Et moi, à partir du moment où j'ai pris connaissance de l'existence de ce métier, c'était une évidence. Je me suis dit, ok, je veux faire ça, let's go.
Alors j'ai fait des formations de sophrologie, coaching dans le développement perso, et après j'ai pratiqué, on y est allé, let's go. Voilà, c'était comme ça que j'ai commencé au tout départ. Ok. Et comment tu commences, enfin, c'est quoi tes premiers pas? C'est je crée un site web, c'est où tu as commencé direct avec les réseaux sociaux, c'était quoi? Premièrement, formation de Ouais, sophrologie, parce que faut une formation pour exercer. Enfin, c'est pas obligé, mais légalement, c'est à moitié obligé, on va dire. Parce qu'il n'y a pas de loi ok. qui dit que c'est obligé d'avoir une formation pour exercer en coaching en développement personnel. Il n'y a pas de loi qui dit ça. Mais par contre, si une personne, elle a zéro formation pour justifier qu'elle a appris quelque chose et qu'elle fait vraiment de la merde avec ses clients et qu'elle fait de la merde dans leur cerveau, ben, il y a des poursuites, elle est dans la merde en fait. Et il faut moins des formations pour. Oh, Enfin, c'est pas un jeu en fait d'accompagner les personnes. Donc il faut faire ça sérieusement. À la fois, bah, bon, moi je le fais pas pour me protéger également, je le fais parce que je veux apprendre en fait. Mais je sais que c'est aussi un truc dont on va parler quoi. Mais, euh, mais il faut se former pour bien accompagner les personnes. C'est important. C'est pas un jeu. Les gens ils remettent leur espoir face à des problèmes difficiles entre nos mains. Donc faut faire attention à ça quoi. Bon, donc premier pas, formation. Deuxième pas, site internet, mais il était miteux. Mais j'ai quand même eu des consultations. Ensuite, j'ai fait un autre site internet qui est cool. C'est encore celui que j'ai aujourd'hui. Mais sauf qu'il a changé de design plusieurs fois ok, depuis. Sophrologie.fr. Après, j'ai fait une mailing list en même temps que je créais le site internet et la chaîne YouTube, le tout en même temps en fait. ok. Ouais, Dans la dès le même début, période. t'étais quand même hyper. Enfin, t'as commencé gros d'un coup, je veux dire. Tu vois, il y a des gens là que je reçois sur le podcast, ils me disent, bah j'ai commencé, j'ai fait que du YouTube ou du Insta ou peu importe, pendant un an. Et après, ils ont rajouté les autres pierres petit à petit, tu vois. Toi, d'après ce que tu me dis, t'as fait quasiment tout dès le début. Bah parce que il me fallait, pour moi, c'est un projet professionnel. Donc, Ouais, si je veux avoir des consultations, il faut un site internet où les gens ils peuvent payer dessus. Donc, il fallait que j'apprenne à construire un site par moi-même. J'avais pas de sous pour payer un développeur. Quand j'ai commencé, j'ai quitté mon emploi salarié, j'étais au chôme du. Donc, j'avais pas de sous pour payer un développeur, j'avais pas d'économie, parce que j'étais marié avec une meuf qui voulait trop que je dépense de la thune. Alors, j'ai dépensé Alors, elle savait que j'étais au chômage et dans la galère, mais elle m'a fortement influencé, je savais pas dire non à dépenser mon argent. Du coup, j'avais plus de sous. C'était pas énorme, hein, j'avais pas d'économie de zinzin non plus, mais du coup, je me retrouvais juste à découvert. Donc, il fallait que j'utilise mes propres moyens pour créer un site internet par moi-même. Alors, il n'y avait pas autant de tutos que maintenant sur YouTube, mais il y avait quand même des trucs, mais il fallait passer des journées entières à résoudre des problèmes sur le site. Enfin, tu connais ça, je pense, si tu as déjà construit un site sur oui, WordPress. oui. Quand tu Le vois qu'il y a premier, tel il est machin galère. qui bug, et ben il faut trouver qu'est-ce que c'est le bug, et après tu as désactivé tous tes plugins. Je me rappelle d'un jour, il était 14 heures. J'étais en train de travailler depuis 7 heures du matin sur le site pour essayer de résoudre un bug. Il était 14 heures, j'étais en train de manger des spaghettis en pleurant. D'épuisement physique. Ah mais t'en Bon peux voilà, donc j'ai plus quand il y commencé a gros ça. d'un coup, parce que pour moi, c'était un Ouais. projet professionnel... Enfin, est-ce que je parle trop ou ça va? Oh non, non, vas-y, c'est très bien. Ok, mais pour moi, c'était un projet professionnel important, donc il fallait que je construise un super site qui était joli, du mieux que je pouvais, pour que les gens ils puissent réserver dessus, pour mes articles dessus, mes consultations. Je faisais pas encore de retraite à l'époque, voilà. Donc, il a fallu que je trouve comment faire, le concept de mailing list, que je fasse des vidéos YouTube un peu mieux, et que je me forme. Et dans la vie, j'ai toujours appris à me débrouiller par moi-même. Je me suis dit, ok, c'est un nouveau défi, je vais arriver à le faire, j'ai pas le choix. C'est vers là que mon cœur me guide, donc il faut que je le fasse. Je me suis pas demandé si je devais le faire. Je me suis juste demandé comment j'allais le faire. C'est c'est bien. Enfin, je trouve ça fort les gens qui ont une vision comme toi, tu vois, un drive en disant je sais que c'est ça que je veux faire. Comment je le fais? Moi, tu vois, je navigue un peu plus à vue, par exemple. Mais Normal. chapeau, J'ai pas chapeau. toujours été comme ça, hein. Après, dans ma Ouais, carrière, j'ai eu plein de doutes sur la direction à prendre par la suite hein, des années. ok. J'ai eu beaucoup de phases de doutes abyssales, très longues. Donc voilà, ça n'a pas toujours été ça. Mais là, c'était une période où c'était comme ça. Sur cette période, trop bien. Est-ce que tu peux me parler un peu de sophrologie? Alors, comme je te le disais juste avant qu'on commence, moi, je j'ai jamais vu de sophrologue. Et je t'avoue que je comprends pas hyper bien ce que c'est que la sophrologie, parce que j'ai jamais vu de sophrologue et qu'on m'en a jamais, j'en ai jamais ressenti le besoin et on me l'a jamais conseillé. Est-ce que, pour quelqu'un comme moi qui débute, tu peux dire en quelques mots à quoi ça consiste? En quoi ça consiste, pardon. Ouais, je parle de la sophro de manière générale. Après, il y a aussi la manière Ouais, dont de moi manière je générale. l'utilisais.
Bah, parce que j'ai commence aussi par ma propre général manière et de comment le... Ouais. toi tu le voilà et comment toi tu le fais après. C'est une méthode, je dirais, de développement personnel, de dévoilement de la conscience, de mieux-être, qui a été inventée par le docteur Alfonso Caicedo, qui est, il me semble, psychiatre et neurologue, qui a été mise au point la méthode dans les années 60. Euh, Alfonso Caicedo, il a mixé des techniques orientales et occidentales. Orientales, il y a des techniques de médecine chinoise, de yoga, de méditation bouddhiste. En occidental, on va trouver des tensions Jacobson, l'hypnose ericksonienne, le traitement autogène de Schultz. Il y a plusieurs techniques différentes qu'il a mixées dans une méthode. C'est une méthode qui est définie, du moins la sophrologie caïcédienne, parce qu'il y a la sophrologie et la sophrologie caïcédienne, parce qu'il n'avait pas déposé le copyright, ou, je crois, tout de suite, ou quelque chose dans le genre. Alors il y a d'autres personnes qui ont piqué le mot sophrologie pour faire leur propre bail de leur côté, donc il a déposé sophrologie caïcédienne. La sophrologie caïcédienne, c'est une méthode donc qui est clôturée, qui n'évolue pas, parce que la définition, c'est, bon, si je dis pas de bêtises, hein, c'est que c'est l'ensemble des techniques de sophrologie mises au point par le docteur Alfonso Caicedo. Mais il est décédé, donc la méthode va plus Ah bouger. oui. Mais c'est pas une mauvaise chose, parce qu'elle est bien. Et ça empêche les gens de faire n'importe quoi, parce que c'est une méthode qui est très précise, qui comporte des exercices de relaxation, de respiration et d'entraînement de l'esprit à faire différentes choses, à mobiliser les capacités, contempler et à rediriger l'esprit dans d'autres directions. Ok. Il y a plusieurs buts. Mon professeur de sophrologie, Charles Roda, disait que c'est apprendre à vivre autrement. C'est comme ça qu'il pourrait définir la sophrologie. Il y a aussi des définitions dans le livre qui parlent de la théorie des cellules de la conscience. C'est une théorie, c'est juste une image, c'est pas vrai. C'est pas des vraies cellules, mais c'est comme si dans la conscience, ils appellent ça des valences. Donc c'est censé être en gros des micro-portions de notre conscience, et que le but c'est de les Ouais. convertir de énergie négative à positive. Et que la sophrologie, elle Ok. permet de le faire. Et c'est aussi une méthode qui permet de dévoiler la conscience et de s'approprier notre esprit, nos énergies, de se reconnecter à soi. Ça permet de faire plein de choses. Voilà, de manière Ok. générale. Et Et du des coup exercices de quelqu'un qui mouvement aussi, j'avais oublié hein, dans tout le ok pataquès que j'ai dit. mouvement type étirement ou plus C'est la sportif. relaxation dynamique. Donc, Ok. c'est des mouvements précis de lever. Enfin, c'est des mouvements précis qui sont synchronisés avec la respiration et des relâchements et tensions musculaires. Et il y a plein Ok. d'exercices différents. D'accord. Et donc quelqu'un va voir un ou une sophrologue pour de la gestion du stress peut-être ou pour des choses comme ça. C'est un but commun, enfin, c'est quelque chose dont, pardon, un but répandu. La gestion du stress, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut le faire pour transcender des conditionnements, transcender des grandes peurs, pour se reconnecter à Ouais. son propre corps. Pour Bah moi je l'utilise surtout pour dépasser des peurs et des conditionnements avec les personnes que j'accompagne. J'utilise dans les Ok. retraites aussi. Oui, il y a la gestion du stress, mais aussi, aussi des objectifs que j'ai cités avant dans l'explication Ouais. pour se reconnecter à soi, pour dévoiler la conscience, parce que il y a trois états de conscience en sophrologie, c'est la conscience voilée, la conscience ordinaire et la conscience pathologique. La conscience pathologique, c'est les pathologies de l'esprit. Ensuite, la conscience ordinaire, c'est censé être aussi une pathologie. C'est la conscience qui est voilée, donc. Et la sophrologie, elle la dévoile progressivement. Donc, on gagne en Ok. connaissance de soi. Ok. Et toi, donc ça c'est la vision plus, enfin la sophrologie classique, j'ai oublié le nom. Et tu disais que toi tu faisais une version spécifique. Moi, je l'utilise, pas une version, mais je l'utilise. Cette méthode a des fins spécifiques. Je l'utilise pas dans toutes mes consultations. C'est peut-être dans une consultation sur 10 ou 15. Et ça dépend de la personne et du besoin. Et on va Ouais. l'utiliser pour dépasser certaines peurs, certains conditionnements. J'utilise des techniques spécifiques de sophrologie, comme la sophro-acceptation progressive, par exemple, ou la sophrocorrection sérielle. Bon, c'est des techniques en série qui permettent, enfin, avec un certain nombre de séances. C'est pour ça que c'est pas dans toutes les consultations. Souvent, c'est des one-shots. Ok. Mais quand les gens ils disent qu'ils veulent mon aide pour dépasser telle chose, et que malgré la compréhension qu'ils ont de la situation, la peur ne disparaît pas et qu'elle prend beaucoup de place en eux, la sophrologie, elle peut les aider à la dépasser et à se réapproprier leur esprit et leur corps progressivement. Ok. Et je Ok. l'utilise dans les retraites. Parce qu'on fait des séances de sophrologie super cool dans les retraites. Voilà. Ah oui, bah ça fera partie de mes questions sur les retraites justement. J'ai vu le planning, franchement ça a l'air trop cool.
Si tu veux que je Euh, développe un peu et moins mes réponses, Paul, n'hésite pas à me dire. Je m'adapte à ton besoin. T'inquiète, c'est très très bien. D'accord. Euh, j'ai vu aussi, je crois que c'était dans une de tes vidéos où tu présentes tes consultations, je sais plus, que tu te positionnais principalement comme un sophrologue qui fait aussi du YouTube ou du Instagram ou du Facebook, mais et pas l'inverse, tu vois, pas, enfin que ton métier principal c'était sophrologue et Oui. que les réseaux sociaux c'était un peu comme annexe, comme si tu avais Oui. envie de te séparer, tu vois, des youtubeurs ou des influenceurs ou je sais pas comment appeler ça. Euh, pourquoi tu as ce besoin-là enfin, est-ce que c'est parce que on t'a fait une critique là-dessus ou c'est toi ta vision de comment tu travailles? Bah, c'est parce que je fais ça de manière sérieuse, les consultations. C'est pas genre je fais une chaîne YouTube et à côté comme ça pour m'amuser je fais des consultations. En fait, je veux vraiment accompagner les gens et je le fais vraiment à transcender leurs souffrances, à dépasser les relations toxiques, à dépasser leur conditionnement qui les bloque dedans, à se reconstruire. C'est quelque chose que je fais de manière sérieuse et professionnelle. Je fais beaucoup de consultations par semaine. Depuis 2015, j'ai fait plus de 3000 consultations. Oh, C'est wow. vraiment une activité professionnelle importante à part entière. C'est pas un truc vite fait que je fais à côté des vidéos. En fait, c'est pas des vidéos que je fais et les consultations pour le fun à côté. C'est plus. Enfin, c'est un ensemble en fait. Et je le fais de manière très sérieuse. J'accompagne les gens de manière très sérieuse. Donc si je dis ça, c'est un gage de sérieux aussi. Parce que c'est le propos de Hmm. mes consultations. Ah Mais oui, qu'on me bah, fasse des moi je trouvais que critiques, ça faisait ça peu sérieux. importe. Oh, ça, les critiques. J'ai vu Pardon, tu d'ailleurs, disais pardon? Non, j'ai dit que moi, en le regardant, je me suis dit, enfin, ça rappelait, tu vois, comment dire ça? Comme si ça te faisait passer pour un vrai médecin. J'aime pas cette expression-là, tu vois, mais euh, je me mets à la place de quelqu'un qui peut penser justement que c'est un youtubeur et Mhm. qui fait des consultations à côté pour compléter les revenus de YouTube, tu vois, ou un truc comme ça. Ah oui, oui, voilà. Euh, et là où justement, je trouvais ce que tu disais bien, parce que ça te positionnait, non, c'est ça mon vrai métier, c'est la consultation. Et Exact. éventuellement les revenus de YouTube ou les autres trucs à côté, Et c'est du l'écriture. à côté, du en plus. Et l'écriture, enfin, Mais tout ça, oui, c'est du à en côté. effet. Voilà. C'est, comme tu le dis, Paul, c'est un vrai métier qui se fait sérieusement et il faut accompagner les gens Ouais. sérieusement face à leurs problèmes. Donc c'est pour ça que je dis ça, ouais. Ben justement, je trouvais que ça marchait bien. En tout cas, ça a marché pour moi. Merci. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes retraites? Euh, déjà, les présenter, moi j'ai compris, enfin j'ai lu les pages de vente. Je vais te les laisser les présenter avec tes mots à toi, plutôt. D'accord. Comme tu veux. Ok, ça me va. Vas-y. Bah, j'organise des retraites spirituelles depuis 2019. J'en ai organisé 10 en tout, dans le sud de la France et dans le désert du Sahara. Euh, ben, chaque retraite a une thématique différente. Et bah, Ouais. là, les prochaines, c'est dans le désert du Sahara. Les deux prochaines que j'ai organisées, c'est la thématique de reconnexion à son âme. Et ça, c'est celle que j'organise en solo. Et juste après, je co-organise une retraite avec une bonne amie de longue date qui s'appelle Elodie Pérez, qui organise elle aussi des bonnes retraites, auxquelles j'ai déjà participé. Donc, elle fait du bon travail. Et on co-organise une retraite sur le thème de l'expansion de l'être. Pendant les retraites spirituelles, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va au Maroc, on se rejoint à Marrakech, puis après on roule jusqu'au désert. Puis après on va dans le Oh. désert, dans le Sahara. Et on passe une première nuit dans l'écolieu de mon ami Ali et de Ali Qatar qui a fait construire un bel écolieu dans le désert. Et après, on va dans le désert et on passe 3 nuits dans le désert, au milieu des dunes. Moi, mon but pendant ces retraites, en dehors de réunir tout le monde, d'organiser tout ça, Ouais. et je travaille avec l'équipe de Ali justement, hein, qui s'occupe de la logistique et des guides dans le désert, de la nourriture, tout ça. Donc, mon but à moi pendant ces retraites, pendant la retraite de reconnexion à son âme, du moins que j'ai animé solo, par exemple, ça va être d'aider et d'accompagner les personnes à faire un gros bond sur ce chemin-là, une grande avancée vers la Ok. reconnexion à leur âme. Le désert, c'est un environnement qui est très beau, qui est très doux, avec une énergie forte, et c'est propice à cela. Plus ce que moi je vais proposer comme atelier, donc il y a de la sophrologie, des méditations qui sont profondes et qui sont très puissantes. Il y a le cacao sacré, le tabac râpé et surtout mes ateliers de développement perso et de connaissance de soi et que je développe moi-même et qui sont super cool. Voilà, on rencontre des gens, on mange bien, les gens sont cool dans le groupe, enfin voilà, c'est une belle aventure humaine.
Ouais, j'ai vu les photos en plus que tu mettais sur la page de présentation. Ça a l'air trop canon. Ouais, Et l'idée, en fait, c'est que j'ai jamais fait, moi, de retraite. J'ai jamais participé. J'en ai jamais organisé. Euh, En gros, c'est la journée. Après, il y a une liste d'activités et tout le monde les fait en même temps. C'est ça, ça ressemble presque comme un club de vacances. Enfin, pas un club de vacances, mais en fait, il y a, c'est il y a le un chemin truc dans qui me la vient en retraite. tête. Il y a un Ouais, chemin dans la retraite. On se retrouve à Marrakech, on va dans le souk pour ceux qui veulent. Après, il y a un super restaurant, un restaurant qui est trop stylé au Maroc, auquel on va en général au début de la retraite. Après, on prend la route. C'est un voyage initiatique en fait. ouais, Les ouais. activités, on n'est pas obligé de les faire. Mais pour moi, c'est vraiment un chemin, c'est un itinéraire du début à la fin de la retraite, qui se fait dans le monde extérieur et intérieur en même temps. Et les Ok. personnes, si elles veulent pas faire les activités, elles le font pas. Bon, la plupart du temps, tout le monde fait tout, mais des fois, il y a quelqu'un qui a Ouais. plus envie de se reposer, d'intérioriser, et qui fait pas une activité. Et c'est ok, voilà. Donc oui, je propose des ateliers de connaissance de soi, je propose différents ateliers. Puis il y a de la bonne nourriture, il y a les marches dans le désert, il y a des surprises aussi, voilà. Ah là là. J'ai vu que tu parlais régulièrement de l'âme. Tu l'as refait là il y a quelques secondes. L'âme avec un grand A. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. D'accord, je t'explique ce que c'est avec mes mots à moi, parce que Toi. c'est... Ouais, ouais. Ouais, ça, selon moi. Paul, je tiens à te remercier, parce que ton interview est très gentille et très bienveillante. Merci pour ton écoute et pour ton intérêt sincère à ce que je partage. Merci beaucoup, Paul. Bah de rien. Je t'en prie, bah, c'est pas tout le monde, hein, donc écoute, Ok. j'apprécie l'énergie que tu mets dans cette interview. Merci. Je bois une gorgée et je te réponds. Vas-y, vas-y. Hydrate-toi. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, pour moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Paul ou les Ouais, gens ouais. qui regarderont l'interview ensuite. Attends, je regarde si c'est toujours le bon micro qui est utilisé. Oui, l'âme. Je t'entends toujours très bien, moi. Super. Ok. Alors, je considère l'être humain comme un système. Un système, c'est un tout qui est composé de plusieurs parties qui essayent de fonctionner harmonieusement ensemble, qui essayent du mieux qu'elles peuvent. Et Ok. donc, il y a différentes parties à ce système. Il y a notre corps intellectuel et psychologique, ou mental, enfin voilà, tout ce machin-là qui se passe dans l'esprit, quoi. Il y a Hmm. le physique, il y a le système émotionnel, il y a l'énergie qui est autour de nous, le champ des intentions, et il va y avoir la dernière partie qui est l'âme. Pour moi, l'âme, c'est la seule partie de l'être humain qui est, enfin, qui est pas terrestre, si on peut dire ça ainsi. Parce que terrestre, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? On sait pas, parce que c'est, je sais pas, c'est comme ça qu'on interprète la matière avec nos sens, mais c'est la seule partie de l'être humain qui est pas terrestre. Et pour moi, l'âme, elle existe sur un autre plan. Et ce que je dis, c'est pas une théorie spirituelle que j'ai lue dans un bouquin. En fait, je n'accordais pas d'importance au mot âme avant de découvrir la mienne de manière forcée par mon propre vécu. Et j'étais pas à la recherche de ça du tout. C'est la vie qui m'a forcé à poser mon regard dessus. Donc, c'est comment je la vois moi. C'est comme une lumière qui rayonne depuis au-delà de notre monde, qui rayonne vers notre monde. Et ces rayons, ils utilisent toute la vie, donc tout ce qui vit en fait, comme tout l'ensemble de la vie en fait, de l'existence. Elle utilise l'existence comme un canal et elle rayonne sur l'existence au travers des différents êtres. Donc elle rayonne à travers moi, sur le monde et à travers chacun de vous bien sûr. Et notre esprit et nos émotions, elles sont conditionnées la plupart du temps parce qu'on vit dans cette société-là et qu'on a reçu l'éducation qu'on a reçue à filtrer les rayons de notre âme. Donc à s'y opposer, à laisser passer le moins de lumière possible en tout cas. Pas pour absolument tout le monde, mais c'est vraiment le schéma qu'on retrouve pour le plus de personnes dans la société. Et donc, Ok. l'âme, avec ses rayons, elle va d'abord rayonner sur notre esprit. Ça veut dire qu'il y a notre identité originelle. L'âme, c'est notre identité originelle. C'est notre énergie originelle. C'est ce que nous sommes. Ah, il y a l'appel à la prière par chez toi, non? Ah, tu l'entends? J'étais justement en train de regarder, ça s'entendait. Oui. Ouais, l'appel à la prière, c'est ça? Exactement, j'habite à côté d'une mosquée à Ouais, Istanbul, ouais, donc comme tu m'avais dit ça juste avant l'interview. Non, c'est non, l'heure t'inquiète. d'aller prier, les gars. Oui. Et du coup, l'âme, pour moi, c'est notre identité originelle, c'est notre énergie originelle, c'est ce que nous sommes au fond de nous,
au-delà de comment nous avons appris à être. Donc si nous nous reconnectons à notre âme, nous nous reconnectons à celui ou celle que nous sommes de manière primordiale et originelle. Et ça va être, la signature énergétique va être différente pour chaque être humain. Mais dans tous les cas, ça va être quelque chose de beau, d'enthousiasmant, de paisible, de facile, de naturel et de joyeux. Et elle a un pouvoir, l'âme, c'est que ces rayons, quand ils vont toucher quelque chose, ils vont pousser cette chose à connaître un processus de croissance, puis de décrépitude et de fin. Donc, quand les rayons de notre âme, toute leur vie, en fait, ils vont rayonner sur notre esprit et sur nos émotions et sur nos blocages et nos conditionnements, et ils vont les grignoter, les pousser à grandir, à grandir, à grandir. Donc ça veut dire que nos conditionnements, que nos émotions de souffrance, elles vont être de plus en plus grandes. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à tolérer des situations qu'on tolérait au départ, par exemple. C'est pour ça que les problèmes, ils commencent à apparaître à notre esprit au fur et à mesure de notre chemin de vie, alors qu'ils étaient enterrés jusqu'avant. Et ça va les faire grandir jusqu'au summum de leur accroissement, et ensuite commencer à décrépir et à tendre vers leur mort, en fait. Et ça provoque de la souffrance. Mais après, quand c'est mort, c'est paisible. Et il y a une partie de notre énergie qui se détache, et l'énergie de notre âme, donc, n'est plus filtrée. Et donc, on peut aligner notre esprit, nos émotions et notre corps sur la même fréquence que celle de notre âme. Ok. Et comment, tu disais que toi, tu l'avais remarqué un peu par hasard chez toi. Comment tu remarques ça par hasard? Alors, Enfin, c'était pas... je sais pas si je dois appeler ça un concept, cette idée, c'est Ce phénomène. l'existence de cette âme, ce phénomène. Comment comment toi, t'en es venu à le découvrir? Eh bien, c'était pendant ma quête de transcendance des souffrances. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait s'exprimer. Une forme d'authenticité à laquelle je devais me reconnecter. Et je voulais me reconnecter. Oui. Je sentais un appel, mais j'arrivais pas à le connecter, ou à savoir vraiment ce que c'était, ou à vraiment m'aligner dessus. C'est comme si t'es dans ton salon et t'entends derrière le mur que dans la chambre il y a quelque chose qui t'appelle. Mais tu sais pas ce que c'est, t'entends juste du bruit. Et donc tu décides que tu vas prendre ta pioche et tu vas casser le mur, parce qu'il n'y a pas encore de porte, et tu vas découvrir ce que c'est que ce truc dans cette pièce qui t'appelle. Bah, c'est ce que j'ai fait. Et les fouilles intérieures, elles m'ont amené à me reconnecter à mon âme. Mais c'était juste le début de quelque chose. C'était horrible. Parce que comme je m'étais reconnecté à ça, euh, ce que je voulais vraiment au fond de moi, ça impliquait de prendre des directions dans ma vie qui correspondaient pas à mon cadre de vie actuel. Et j'avais pas envie. Et c'était des choses importantes dans la vie, des pas importants de ma vie. Et du coup, j'ai été forcé. J'ai lutté contre moi-même. J'ai lutté contre moi-même pendant 4 ans. C'était très long, très dur, parce que je m'opposais le plus fermement possible à mon énergie originelle. C'était mes conditionnements qui réagissaient à mon énergie originelle que je venais de reconnecter. Donc, la manière dont j'avais appris à fonctionner, ce que je croyais que j'aimais, ce que je croyais que je voulais dans ma vie, et comment je m'étais toujours construit jusqu'à ce jour, ben, ça entrait en conflit intérieur avec l'énergie de mon âme. Donc j'ai dû lutter contre l'énergie de mon âme pendant 4 ans, parce que je considérais ça comme n'étant pas la voie à suivre, comme une sorte d'énergie intruse. Et il fallait que je l'accepte. Mais pendant 4 ans, j'ai mené une lutte intérieure très difficile, jusqu'à ce que progressivement mes conditionnements commencent à s'épuiser. La lutte commence à s'épuiser. Il y a un côté qui bouge pas. C'est l'énergie de l'âme qui rayonne toujours sur la même fréquence, sans aucune variation d'intensité. C'est toujours le même rayonnement. Il n'y a pas de vague. Et puis il y a les conditionnements et l'ego et la personnalité qui aussi, comme pas possible, c'était usant, c'était éreintant. C'était la pire souffrance que j'ai vécue de ma vie. Et petit à petit, les conditionnements ont fini par s'épuiser. J'ai fini par capituler et par déplacer mon centre d'identification depuis la personnalité ou les conditionnements vers mon énergie originelle. Ok. C'est... Wow. Et je, je- je suis... Wow. Mais ça... Moi, ce qui m'a perturbé un peu, c'est qu'en fait, le nom âme, avec majuscule, est différent de l'âme qu'on a dans le vocabulaire plus classique. Ouais, c'est une question de sémantique après. C'est quoi Oui, qu'on oui, c'est appelle ça. l'âme dans Je le crois que c'est vocabulaire ça, moi, plus qui m'a classique? joué des tours au début. C'est quoi l'âme dans le vocabulaire plus classique? Bah, quoique.
Mais tu sais, c'est les trucs de bah, tu meurs, donc ton corps, tu l'enterres, mais ton âme, elle va au ciel. Ça, c'est le seul exemple qui me vient. C'est ta personnalité un peu, quoique ça pourrait presque se rapprocher du phénomène que tu décris. Après, c'est une question de sémantique. C'est à voir ce qu'on Ouais, désigne par les mots qu'on emploie. Donc c'est pour ça que tu as bien fait de me demander. Parce que... ouais, ouais. Bah, je voulais comprendre, je suis là pour ça. Merci Euh, pour ton intérêt. avec plaisir. Quand tu fais tes retraites, peu importe laquelle, toi, en tant qu'organisateur, avec, du coup, ça dure une semaine, t'es Ouais. pendant une semaine avec des gens qui ont payé pour être avec toi, ça veut dire que c'est des gens qui potentiellement te suivent depuis un moment et il y a une relation parasociale, tu vois, qui s'est créée, ils te connaissent plus que tu ne les connais eux. Oui, c'est vrai. Est-ce que toi, t'es pas sollicité tout le temps? Enfin, t'es Si. pas épuisé à la fin d'un truc comme ça? Alors, je le fais en conscience. C'est mon choix. Ouais. Et, euh, et je suis partant pour ça. Je déploie énormément d'énergie pendant la retraite. Mais après la retraite, je suis lessivé. Alors, je donne chaque once de mon énergie que je peux donner jusqu'à la fin de la Ouais. retraite. Mais moi, j'ai besoin de 6 heures à 6h30 de sommeil par nuit, en général. Oh Et après waouh! la dernière retraite, quand je suis rentré, j'ai dormi 14 heures. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Voilà, j'ai fait une double nuit, un peu plus même. Et Donc oui, oui, je suis épuisé mais après, ouais. tu vois, quand je regardais, je me suis mis dans la position de l'organisateur, vu que finalement, je pourrais peut-être en vendre un jour, enfin, je sais pas, mais Oui, pourquoi? je me suis dit, mais que le boulot que c'est en amont et comment dire, moi, ça me prendrait toute mon énergie tout le temps, tu vois, j'arrive pas à être concentré si longtemps que ça dans toute une journée, donc chapeau à toi et à ton ami avec qui tu fais la deuxième retraite juste après, quoi. Ouais, Elodie, elle gère bien aussi, elle donne aussi beaucoup d'énergie pendant les retraites, elle est très présente pour les gens, comme moi. Je suis très présent pour les gens pendant les retraites. Quand ils ont besoin de me Ouais, parler, je suis là. Il y a juste des moments où je fais des petites siestes, genre 1 heure comme ça, de temps en temps, pour oui, récupérer. Mais normal. l'énergie, en fait, dans le désert, c'est particulier. Parce que dans le désert, on a... Alors, je ne sais pas pourquoi, je l'ai remarqué, c'est nous. Mhm. On a besoin de beaucoup moins dormir pour être en forme. Des fois, on Ah tape des oui, nuits de 2 heures, et on est en pleine forme toute la journée. C'est étrange, le désert est comme ça. Alors, on c'est peut dormir ouf. autant qu'on veut, mais si quelqu'un ne dort pas, pour X raison, bah, on est beaucoup plus en forme que qu'en France, par exemple, ou dans d'autres pays. Ah ouais. Il doit y avoir un côté un peu de... Tu tiens sur de l'excitation, tu vois, c'est une expérience rare, t'as envie d'en profiter à fond. Enfin, moi, je sais que tu me mets dans un environnement comme ça, j'ai envie je sais pas, de profiter du désert, d'aller voir, je grimpe la dune, je vais voir le lever du soleil, enfin, j'ai envie de vivre tous ces trucs et j'ai pas envie de dormir. Bon, après, t'es fatigué, tu vois, mais Non, mais il y a de je ça, pense que parce que j'aurais des fois, beaucoup les gens, ils d'excitation restent... et beaucoup de nerfs. Je comprends. Oui, les gens, ils vivent aussi ça. Ils dorment... Des fois, ils restent exprès tard pour discuter entre eux, les participants, le Ouais. soir. Parce que pour profiter de la vue, marcher un peu dans le désert la nuit, parce que là, c'est trop beau avec la lune qui éclaire les dunes en argenté. Ah bah ouais. Il y a la pleine lune qui se lève, les dunes elles sont argentées, tu vois les petits chameaux ils sont posés autour de nous et tout, c'est trop stylé. Oh. L'ambiance du désert la nuit c'est trop stylé. Et il y a de ça aussi, comme tu dis, et des gens qui veulent profiter à fond, qui donnent tout, qui tirent un peu sur la corde pour profiter à fond. Alors moi je les pousse pas, hein, c'est leur choix perso. Hein. Oui, Moi à oui, la c'est des fin de grands. la soirée, bah quartier libre, hein, vous faites dodo, vous faites ce que vous voulez. Mais enfin pour après les activités du soir quoi. Mais Oui. il y a aussi le fait que le désert il donne vraiment beaucoup plus d'énergie que enfin il donne une énergie phénoménale, hein. C'est comme ça. Non, tu sais à quoi c'est L'environnement en lié? lui-même il joue quoi. Oui pardon Paul. Ok. Je dis, tu sais à quoi c'est lié? Enfin, pourquoi le désert? Ou c'est quelque chose, ou peut-être que c'est quelque chose que tu as remarqué aussi ailleurs, tu vois. Si tu organises une retraite au sommet d'une montagne, peut-être qu'il y a ce même effet, tu vois. C'est peut-être lié à l'environnement, waouh, et pas au désert particulièrement. Bah, je pense que c'est pas juste parce que l'environnement est atypique, et donc on est content d'être dedans parce que c'est très joli. Je pense il y a ce phénomène qu'on tire un peu sur la corde, qu'on est excité grâce à ça. Mais je Ouais. pense que physiquement, le désert, en tout cas moi et beaucoup d'autres participants, il donne une énergie spécifique. Il donne plus d'énergie qu'en ville. Donc on arrive avec un moins grand nombre d'heures de sommeil à avoir un niveau de concentration suffisant. Je suis beaucoup à l'écoute de mon corps et je sais que c'est pas juste de l'adrénaline. Enfin, j'ai l'habitude d'être là-bas, Hmm. donc je vois ça quoi. Donc je pense, j'ignore à quoi c'est dû. C'est juste un truc que j'ai remarqué en étant dedans. Mais j'ai aucune explication à donner. Ok.
Bah écoute, tant mieux. Un jour peut-être que je le testerai aussi. J'aimerais bien. Mhm. Ça a l'air trop. Encore une Ah fois, ouais. les photos, c'est canon. C'est canon. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu de tes livres? Parce que tu es auteur, multi-auteur, devrais-je dire. T'en as écrit, c'est quoi? 5 ou 6? Attends, j'ai perdu, j'ai mal Alors j'ai noté. 6 livres qui ont 6 déjà livres. été. Ouais. Ça veut dire que t'en as des autres dans les tuyaux, ça. Donc ça veut dire que pendant 16 mois, j'ai passé les 16 derniers mois à écrire un roman. Et actuellement, Un il est dans les roman petites fiction? mains. Oui, oui, une fiction, oui, oui. Ok. Enfin, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est une fiction, quoi. Enfin, Oui, euh, oui, c'est une histoire, ça c'est ouais. pas de la théorie. Enfin, pas Non, 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 de... c'est un récit. Voilà, j'avais pas les mots. Non, non, mais t'as dit une fiction, c'est juste. Donc c'était Ok. pas. Mais je sais qu'il y a des gens, quand ils entendent une fiction, ils pensent à la science-fiction. Pas toi, mais. Enfin, je Ah disais ça oui, pour ça. ok. Ouais, Et j'ai écrit un roman pendant 16 mois. Et là, il est dans les mains de mon agente. oh. Et te- il y en a, j'ai vu, donc c'est avec les éditions Améthyste, c'est ça? Oui, c'est ça. Les éditions Améthyste pour les livres de développement perso et de connaissance de soi que j'ai publiés, ouais. Ok. Et les autres, c'est de l'auto-édition que t'as fait? Ouais, c'est ça. Il y en a. Bah, en plus, j'ai tous mes livres, ils sont derrière moi, là. Ils sont sur l'étagère, là, derrière moi. Mais ouais, Trop bien. j'ai 3 livres auto-édités et 3 livres chez Améthyste Édition. Ok. Donc, c'est des livres Et de connaissance comment? de soi, Ouais. des journaux initiatiques, un manuel pour transcender les émotions de souffrance. J'ai aussi des livres d'aide face aux relations toxiques. J'ai mon dernier, c'est par exemple. Attends, faut que j'arrive à le choper. Le dernier que j'ai publié, c'est 100 questions-réponses sur les relations toxiques de couple, par exemple, aux éditions Améthyste. Oh. Le précédent, c'était L'appel de mon âme. Et ça, c'est un livre où je raconte comment je me suis reconnecté à mon âme. Celui-là, il est en Ah, auto-édition. le fameux. Voilà. Et comment, c'est quoi la différence, toi, en tant qu'écrivain, entre écrire un livre auto-publié versus avec un éditeur? Enfin, ton process, est-ce qu'il est différent ou est-ce que ceux que tu as auto-édités, est-ce que tu voulais pas les mettre chez Améthyste ou c'est eux, c'est pas dans leur charte? Enfin, dans leur ligne éditoriale? Comment ça se passe, tout ça? Ceux que j'ai auto-édité, les 2 premiers. euh, le premier que j'ai auto-édité, c'était. Attends, je vais tout prendre. Comme ça, je galère un peu là. Comme ça, je vous montre ça à titre d'exemple. Et le dernier. Oh mon dieu. On a Voilà. cassé tout ton setup là. C'est pas grave. Alors, ça, je l'avais d'abord auto-édité, ensuite je les ai présentés à Alliance Magique. C'était eux qui détenaient Améthyste avant. Donc ils ont dit ouais, Ok. direct. Et ça s'est fait de manière très Trop fluide, bien. étonnamment, je suis content. Ensuite, j'ai écrit un journal initiatique de comment j'ai transcendé une période de dépression. Donc j'avais présenté Améthyste, mais ça correspondait pas à leur ligne éditoriale, parce que eux ils publient des manuels, pas des journaux initiatiques. Ensuite, Ok. je leur ai présenté Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, chez Améthyste. Ils l'ont édité. Ensuite, Trop bien. j'ai écrit pendant 1 an et demi Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé. Avant, c'était Alliance Magique, et qui détenait Améthyste encore, c'était pas encore le groupe Pictos comme maintenant. Et du coup, il y avait des relations clients cauchemardesques, punaise, c'était horrible. Ils répondaient jamais aux mails, je devais les relancer, mais genre, ils ont mis 4 mois à me répondre, et comme dans mon contrat, il y avait une clause de préférence, et du coup, j'étais obligé d'attendre qu'ils me répondent pour faire quelque chose de mon livre, mais j'avais oublié une partie de la clause de préférence qui disait qu'au bout de 2 mois, ben, j'avais le droit d'en faire ce que je voulais. Et au bout de 4 mois, quand ils ont dit oui, en fait, on veut bien l'éditer, mais il faut que tu retouches des trucs, je me suis dit, eh non, là, j'ai trop attendu, je viens de découvrir ça dans Flemme. mon contrat, je vais le faire moi-même, vous m'avez saoulé. Voilà. Ensuite, j'ai présenté l'appel de mon âme à Pictos, donc c'est les nouveaux détenteurs d'Améthyste, qui Ouais. sont eux, ils sont réglo, c'est pas Alliance Magique, eux ils sont plus réglo. Donc eux, il y a une vraie communication avec les auteurs, voilà. Ça, Mais c'est trop bien. ça correspondait pas à leur ligne éditoriale, ou je sais même pas si je leur ai présenté ou si j'ai voulu le faire moi-même. En vrai, j'ai oublié, ça on oublie. Euh, Si jamais tu veux couper ça au montage, en vrai. Mais voilà. Euh, T'inquiète. ouais, ok. Bon, en tout cas, je sais plus si je leur ai présenté ou pas. Je crois que je leur ai pas présenté. Non, je leur ai pas présenté au final. Et j'ai travaillé avec un ami qui est illustrateur sur cette illustration-là, sur des illustrations qui sont dedans, hein. Il y a plein de jolies illustrations. Si jamais je tombe sur une par hasard. Attends. Par exemple, je peux montrer celle du feu de camp, parce qu'elle est jolie. Je sais pas si on va. Hmm.
Voilà. Oh, ah, oui, page de droite, là. Ouais, les deux, il a fait les deux Oh, d'ailleurs. Et oh. voilà, avec un ami illustrateur, Jamorka, il a fait ça. Donc, on a travaillé beaucoup sur ce livre, je travaillais la mise en page, tout travaillé, donc voilà, c'est moi qui l'ai sorti. Et ça, le dernier, chez Améthyste. Wow. Voilà. Et quand tu fais de l'auto-édition, ça Ouais, marche comment? Parce que je sais qu'il y a un Amazon, je sais pas, c'est KDP, je crois, leur ouais, truc, c'est là-dessus que je suis ou passé. c'est avec KDP. Et Tout donc à ça fait. marche comment ça? J'ai jamais fait, c'est en gros, tu leur envoies une version PDF ou sous un certain format, et eux, quand quelqu'un commande, ils se chargent de l'impression et ils Oui, l'envoient à la personne. C'est ça? Ok. c'est ça, il faut que sur l'interface, tu crées ton livre avec la couverture, le fichier aux dimensions demandées. Voilà, et bon, ils ont une équipe qui peuvent assister un petit peu par mail si jamais. Et après, à chaque fois, c'est une impression à la demande en effet. Donc si toi Ouais. par exemple t'achètes un exemplaire de ce livre demain, ils vont en imprimer un et ils vont te l'envoyer par la poste. Voilà, Waouh. Trop bien. Et comment tu c'est chouette pour choisis? les Ah auteurs. ouais, mais c'est super bien, je trouve, parce que ça permet à bah, plein de monde finalement de d'écrire son livre et enfin, d'avoir le vrai, le livre en vrai, tu vois, de pouvoir le Oui, toucher. c'est vrai, et c'est pas cher du coup, t'as pas financé des gros tirages, enfin c'est cool. Ouais, 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 c'est génial. Et comment tu choisis tous les sujets? Parce que 6 bouquins, faut trouver les sujets, faut arriver à les écrire. Enfin, c'est énorme. J'ai écrit un bouquin moi aussi avec une maison Ah, d'édition. ah cool, il s'appelle comment? C'est Il s'appelle Je suis HPI. C'était dans mon. J'avais tout un business avant sur le HPI et Ah cool, l'hypersensibilité. ok. Et j'avais été démarché par un éditeur. On avait écrit un Ah bouquin bien, là-dessus. Mais du coup, j'ai jamais fait du KDP, tu vois, ou de ok. l'auto-édition, peu importe le format. Ouais. Euh, mais comment. Enfin, du coup, je sais que c'est un boulot énorme. Comment tu choisis. Enfin, tu vois, moi, si on me demande de réécrire un deuxième bouquin sur le même sujet, j'ai pas d'inspiration là. Toi, t'as écrit à le faire 6 fois. Enfin, t'as réussi à le faire 6 fois. Mais parce que je voulais développer, je voulais écrire des livres. Et après les sujets, j'ai pris ce que je ressentais être le bon sujet pour écrire le livre. Ok, Il y a des sujets ça a faits l'air juste simple. avec le cœur. Non, Ouais, il y a des sujets faits juste avec le cœur. Par exemple celui-là, Appel de mon âme ou Vivre sans souffrir. Après, il y a d'autres sujets que j'ai fait parce que je savais que c'était des sujets qui intéressaient beaucoup les gens et pour que le livre il se diffuse bien, comme Pervers ouais. narcissique et sans question-réponse sur les relations toxiques. J'ai beaucoup de connaissances sur ce sujet, c'est mon domaine d'expertise principal en consultation, donc j'ai énormément de contenu de qualité à donner dessus. Donc voilà, je me suis dit ça va toucher bien du monde, donc j'ai fait, voilà. Et après, Ok. maintenant j'écris un roman, donc c'est différent. Euh, j'écris les histoires que je dois écrire, quoi. Waouh. C'est fou. Et c'est quoi la différence pour toi en tant qu'auteur d'entre écrire de la non-fiction versus de la fiction? Enfin, est-ce que ton processus, il change? Enfin, ça se passe Tellement, comment? il Ah change ouais? tellement. Ouais, j'ai l'impression que j'ai vraiment appris à écrire en écrivant mon dernier roman, là. Ah, Ça a tout changé. 16 mois. Ouais, 16 mois à raison de 60% de mon temps de travail dessus à peu près. Et je travaille énormément. Je travaille beaucoup d'heures à chaque jour, hein. Énormément d'heures. Mon Dieu. Et, Bah, j'ai hâte de voir ça. ah bah si jamais tu le lis, j'espère qu'il te touchera. Je pense qu'il te Bah touchera ouais. si jamais tu te sens appelé à le lire. Il est prévu pour quand à peu près? Peut-être c'est encore trop tôt pour le dire, mais J'ai pas de date de fixer pour l'instant ok. parce que il est entre les mains de mon agente et du coup elle va le proposer à des maisons d'édition, donc on verra quand ils décideront de le publier. Enfin voilà, on verra quelle maison Ok. acceptera et aussi son calendrier éditorial. Donc pour l'instant j'ai aucune Hmm. visibilité là-dessus. Ok. Bon, bah Mais tu le me tiendras au processus est courant. tellement différent pour un roman, ça a rien à voir. C'est tellement plus Ah grand. ouais? Ouais, c'est tellement plus beau. C'est immense. Enfin, pour moi en tout cas. C'était un processus immense. C'est très long, immense. Vraiment, c'était la chose la plus grande que j'ai vécue de toute ma vie intérieurement que d'écrire ce roman. Oh waouh. Mais tu vois là, tu l'as déjà écrit. Enfin, Oui. le dans la fiction, j'ai l'impression que quand tu vas présenter aux maisons d'édition, tu dois avoir déjà le bouquin fini, enfin le contenu quasi fini. Versus quand tu écris de la non-fiction et que tu allais le présenter, tu le faisais juste sur plan ou tu avais déjà tout ton contenu écrit aussi? Ça dépend. J'ai fait les deux. Ok. Des fois, tout mon contenu écrit, je l'ai présenté. Et des fois, travaille avec la maison d'édition sur la forme, par exemple celui-là.
avec Pictos, on a beaucoup discuté sur le livre, sur le format, le titre, le nombre de questions, comment on allait l'orienter avant qu'il sorte. Ouais. Donc comme ça, je suis Ouais. sûr de faire un livre qui correspond à leur ligne éditoriale et à leur vision du marketing, de ce qui risque de fonctionner. Donc au niveau de la forme du livre, après c'est mon contenu à moi que j'ai Mm. écrit dedans, mais au niveau de la forme, sans question, comment on les structure, le nombre de pages, le nombre de mots qu'ils attendaient pour ce livre. Elle m'a donné un nombre de mots attendus avec... je perds mon mot. Une C'est... fourchette, là, enfin une marge Ouais, une d'erreur, fourchette. enfin, ou... Ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Voilà, donc voilà. Et après, la Ouais. fiction, par contre, j'ai aucune envie de faire ça avec un éditeur. Parce qu'en fait, je sens que je dois écrire des histoires précises. Alors, il faut que j'écrive Ouais. ces histoires-là. Je suis, voilà. Ok. Je suis ouvert à des retouches minimes sur le livre, mais c'est tout. Ouais. Oh là là, j'ai envie de voir le résultat. Je suis impatient. Merci, Paul. Tu disais que tu avais écrit notamment 2 de tes 6 livres sur les pervers narcissiques et les relations toxiques, parce que tu avais l'air de sous-entendre que c'était des sujets un peu qui marchaient bien. Ouais. Euh, j'ai remarqué ça aussi, moi, du coup, quand je travaillais sur les HPI hypersensibles, que dès que j'effleurais, alors j'ai pas fait du tout les relations toxiques, mais j'ai effleuré un peu le pervers narcissique parfois, et j'ai vu que ça prenait beaucoup. Mais j'ai toujours eu peur de, si je me mets à parler trop du pervers narcissique, je me fais enfermer dans genre une, je sais pas, si c'est une bulle algorithmique, tu vois, mais Ah, mais j'attire tu du as monde raison. qui veut du Tu as tout pervers à fait raison. narcissique et tout. Ok, c'est un vrai truc, parce que toi, j'ai vu que maintenant, ta chaîne principale sur YouTube, donc c'est Super Coach, je crois que c'est, Ouais, Stan Carr et c'est-à-dire. Super Coach, tu parles pas mal de pervers narcissiques. Bah, maintenant, c'est une chaîne d'aide face aux relations toxiques, en fait. Mais après, Ok, je développe d'autres choses à côté. J'ai ma chaîne Journal de bord, qui est une chaîne sur le fonctionnement, enfin, sur la connexion à ouais, soi, la transcendance des émotions de souffrance, la connaissance de soi. Puis je suis en train de développer une autre chaîne pour la remplacer parce que l'algorithme il l'a enfermé aussi, mais j'ai pas envie de raconter ah, pourquoi, parce que en fait c'est trop long ouais, à expliquer, il y a trop d'étapes. Et je l'ai expliqué dans une vidéo sur la chaîne sur le journal de bord. C'est pas un secret, mais ok, c'est juste que raconter cette prison oui. algorithmique, en fait, genre, faut détailler tout le parcours et tout, et c'est trop long, voilà. Pas de souci. Mais du coup, une de mes questions, c'était, t'as divisé ton contenu en plusieurs Mm. chaînes. Il y en avait 3. C'est pour, en gros, séparer un peu les audiences. Oui, voilà, c'est ça, c'est obligé. Ok. Et j'ai vu aussi que tu faisais pas mal de contenu Facebook. Enfin, sur Facebook, t'avais une belle communauté aussi. Ouais, ils sont sympas, les Euh, gens sur Facebook qui suivent ma page. Ouais, clair. ben ouais. C'était pas mal de repartages. J'ai vu. C'est des shorts, enfin, des vidéos verticales courtes. Des vidéos, mais surtout que tu les publiais de manière native sur Facebook. Et Euh, Insta. et Insta. Mais je veux dire, tu vois, Insta, t'es un peu obligé, je crois, de les publier en natif. Mais Facebook, j'ai vu pas mal de gens, moi, juste qui mettaient, tu vois, tu sors une nouvelle vidéo YouTube, ils vont faire une petite teaser de quelques lignes et renvoyer vers le lien de YouTube. Hmm. Enfin, pour aller vers YouTube, toi, non, tu les publies directement sur Facebook. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que, enfin, tu l'as fait comme ça ou il y a une stratégie derrière? Ouais, j'ai remarqué que que quand on partage un lien de YouTube dans une publication Facebook, bah, elle est pas du tout mise en avant. Parce que Ok. l'algorithme, il la met pas en avant. À chaque fois que je l'ai fait, en tout cas, ça s'est pas mis en avant. Mais quand je publie une vidéo directement sur Facebook, ben, Ouais. sans lien, juste la vidéo, qu'il n'y a pas de lien avec, en général, Facebook, il la met en avant naturellement. Enfin, il peut la mettre en avant, alors que s'il y a un lien YouTube, ça freine beaucoup. Enfin, par mon expérience, en tout cas, ça a toujours été ça. Ok. Et j'ai vu que sur Instagram, c'était un contenu très similaire. Tu vois plus ou moins les mêmes shorts, enfin les mêmes vidéos courtes, les mêmes photos. Ouais, c'est ça, comme c'est Sur méta, on Inst- peut publier sur les deux. Ah, tu peux faire les deux d'un coup, je savais même pas. Je Ouais, suis pour pas les sur shorts, en Facebook tout et cas, après, Instagram. pour les vidéos, en tout cas, ouais. Après, les publications sur Insta, faut faire différemment, parce que c'est pas les mêmes Ouais, choses qui marchent. ok. Mais justement, tu vois, sur Instagram, t'as moins d'abonnés, la communauté est plus petite. Est-ce que tu sais pourquoi ça a fonctionné un peu mieux sur Facebook que sur Instagram, par exemple? Je pense que c'est différents contenus qui sont mis en avant. C'est pas les mêmes Ok, publics. Enfin, les publics sur Facebook et sur Insta, ils aiment pas les mêmes choses. Et ok. puis, je me suis beaucoup plus intéressé à Facebook pendant longtemps aussi au début que Insta, où je m'intéresse aussi maintenant. Mais je m'y connais pas très bien en algorithme. Je comprends pas très bien les algorithmes. Moi, j'ai du mal. C'est toujours très mystérieux pour tout le monde, tous ces trucs, de toute façon. Je crois qu'ils les changent souvent.
Ouais, je pige rien à ces trucs-là, hein. Ouais. J'essaye de voler tes infos pour tout te dire parce que je pense que je vais bientôt mettre des extraits de ce podcast en vidéo courte, tu vois, sur Ouais. certains réseaux sociaux. Ce que pour le moment, j'ai toujours pas fait. Euh, Ah, c'est chouette. Ouais, mais tu du coup, peux, hein, avec plaisir. Si tu veux m'afficher en j'essayais collaborateur, moi, je d'avoir suis d'accord. tes... Ah bah voilà, très bien. Mais j'essayais d'avoir tes infos sur qu'est-ce qui marche pas, tu vois. Je Ouais, pioche. franchement, j'y connais rien du tout. Je comprends rien à ça. Sur Facebook, des vidéos de conseils, des vidéos plus sérieuses de conseils, j'ai remarqué que ça marche mieux que sur Insta, où il y a plus d'autres Ok. formats qui sont demandés. Mais pour certaines personnes, ça marche bien aussi les vidéos de conseils sur Insta. En vrai, et Paul, je suis complètement paumé avec ça. Moi, je Bon, bah, me on débat verra là. bien. Ouais, je me débat. Déjà, je peux pas trop te conseiller parce que j'y comprends rien. Si je comprenais quelque chose, je ferais, mais là, je comprends rien. Ça marche. Et ben on verra. Je ferai des tests et je te dirai si je comprends Ouais, mieux. carrément. Est-ce que tu peux m'amener un peu dans ta routine là, qu'on mette un peu la casquette chef d'entreprise? Ok. Comment ça se passe, ton organisation, bon, soit au quotidien, soit à la semaine? Tu vois, tu disais que tu avais des grosses journées. Comment ça se Mon passe? Dieu. Tu vois, une journée type ou comment tu divises ton temps, tu vois, entre les consultations et la partie création de contenu? Parce que ça prend du temps de créer des vidéos. Euh, Comment ça Ouais. s'organise, tu vois, chez toi, tout, ce- tout ce, tout ce process? Alors, j'ai pas une journée type, parce que en fonction des journées, je fais différentes choses à chaque fois. Euh, et bah, en fait, pour créer des vidéos, faut d'abord réfléchir au sujet que je vais faire. Et après, selon la chaîne sur laquelle je fais la vidéo, et la préparation est pas pareille, sur les vidéos sur la chaîne Journal de bord ou sur l'autre chaîne que je suis en train de développer, qui va remplacer Ouais, Journal de bord, pour toucher un autre public, les gens qui s'intéressent plutôt à la spiritualité et tout ça, parce que c'est là-dessus que portent mes sujets de vidéo, que je veux vraiment partager. Ben, le processus de création de vidéos est pas pareil. Les vidéos d'aide face aux relations toxiques, elles sont plus préparées au niveau de la trame, mais c'est jamais scripté. ok. Et c'est la trame qui est plus détaillée, qui est plus touffue, quoi. Alors que dans les vidéos de connaissance de soi, bah, c'est plus de l'impro, hein. Les trames sont vraiment très light. Des fois, il y a rien. Des fois, il y a juste quelques tirets. Et j'arrive bien, je me débrouille bien à la caméra, spontané comme ça. J'arrive bien à structurer mon discours, à garder le fil. J'arrive bien à ça. J'ai un esprit très structuré. Et après les semaines, ben en fait, je cale les consultations en fonction des disponibilités des personnes. J'essaie de les regrouper si possible en un seul jour ou en 2 jours ou en 3 jours, quoi. Mais voilà. Et si possible, des fois c'est pas possible et c'est ok. Si les gens ne peuvent pas. Donc après, bah, je fais les consultations quand il y a. Avant ou après les consultations, je fais les vidéos. Et bah, après, il faut que je m'organise pour faire, selon la chaîne, quelques vidéos d'avance. Pour la chaîne, par Ouais. exemple, d'aide face aux relations toxiques, c'est des vidéos que je fais en avance. Parce que mes journaux de bord, c'est des vidéos spontanées. Il faut que ce soit fait la semaine d'avant. Enfin, voilà, j'ai envie que ce soit les énergies du moment que je partage. Mais et après, je prépare des vidéos d'avance pour pouvoir écrire le roman après. Voilà. Ah Et oui. pour faire des semaines où il y a surtout des jours d'écriture. Ça, c'est les plus beaux jours de la semaine. Les consultations, j'aime Et beaucoup aussi. ouais. Mais tu les as plus maintenant ces jours d'écriture ou t'écris encore un autre bouquin pour Comment après? ça, je Bah, les ai parce plus. que mais tu m'as pas dit que ton bouquin il était fini? Enfin que là c'est ton agente qui est en train de le pitcher aux maisons. Ouais, voilà, elle est en train de le lire. Après, on va faire une note d'intention, on va le pitch aux maisons. Voilà. Mais, ben, en fait, là, cette semaine, je travaille des vidéos et des consultations. Mais, la semaine prochaine, enfin, je vais pouvoir commencer un deuxième roman. Oh mon Dieu, tu perds pas de temps toi. Ah, il faut y aller, hein, il faut préparer le roman, ça met du temps. Alors, faut commencer. Et alors je vais revenir sur les livres, mais Oui. pourquoi t'as voulu te mettre à la partie roman? C'est un truc que t'avais toujours eu envie au fond de toi et tu t'es dit vas-y go c'est le moment? Ou c'est quelque chose qui est arrivé après? Tu t'es dit j'ai envie d'explorer cette partie de moi? Ça, c'est arrivé comment? En fait, je suis dans une très grande quête d'alignement. Enfin, maintenant ça va, je suis plus connecté, je suis davantage connecté à cela, mais avant j'étais dans une très grande quête pour arriver à m'y sentir connecté comme je le suis maintenant. Et à force de faire des recherches et du travail intensif intérieur pour trouver, bah j'ai trouvé et c'est ça qui est ressorti. Ok. Les années, puis les mois passaient, et plus ça passait, plus je commençais à me prendre de passion pour la narration, la narratologie. Je regardais que des vidéos qui parlaient de romans, de création de romans. Pourtant, j'en écrivais pas, j'avais pas la prétention d'en écrire à ce moment.
enfin l'ambition d'en écrire, on va dire plutôt, à ce moment. Et j'étais de plus en plus intéressé par ce sujet naturellement. Ouais. Et j'ai reçu aussi une idée de récit. Un moment, quand j'allais dans le sud en train, il y a une idée de récit qui m'est tombée sur la tête. C'est l'idée de récit que pour mon roman actuel, là. Et j'avais écrit toutes les idées que j'avais eues sur 10 pages d'un petit carnet. Après, j'ai laissé ça de côté. Et quand il y a 16 mois de cela, j'ai reconnecté, enfin il y a 17 mois peut-être, je dirais, ou 18 de cela, j'ai reconnecté avec le fait que j'ai envie d'écrire un récit, que je vais le faire. C'est cette idée qui est venue en premier et que j'ai reprise. Merci, Paul. Et comment tu, tu vois, tu trouves une limite un peu, c'est plus forcément spécialement roman, mais euh, tu vois, l'entrepreneuriat, il y a une dose de liberté que je trouve beaucoup d'entrepreneurs recherchent. Mais en même temps, Mhm. s'il y a trop de liberté et que tu te laisses trop aller, euh, enfin, il faut aussi de la structure, tu vois, tu le disais, pour rester Totalement. organisé, pour avoir le temps de tout faire et tout ça. Comment toi, tu trouves ton équilibre entre, genre, je suis un robot hyper structuré versus YOLO? Parce que moi, j'alterne entre ces deux modes. J'arrive pas à trouver un pôle juste au milieu. Tu vois, il y a des semaines robot, des semaines YOLO. J'aimerais bien avoir des semaines au milieu, mais tout le temps, tu vois. Comment Ah toi, tu ouais. gères ça? Bah, en vrai, j'ai pas fini de. En fait, je me rends compte que j'avais pas totalement répondu à ta question précédente sur mes journées type parce que, certes, je n'ai pas une journée type avec un- toujours les mêmes activités à des heures précises, mais je travaille énormément, hein. Je me lève naturellement sans réveil vers entre. Enfin, je mets pas de réveil et selon les matins, je me lève. Enfin, sauf si j'ai une consultation à 9 heures, là, je mets un réveil. Mais sinon, je mets pas de réveil et je me lève naturellement entre 5 heures et 7 heures en général. Voilà. Euh, j'ai pas besoin d'énormément d'heures de sommeil. Voilà, moi 6 heures ou 6h30, naturellement mon corps il se réveille. Et je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je travaille énormément. J'ai pas de semaine YOLO, hein. Ça arrive, ça existe pas chez moi. Le week-end, je travaille certains samedis et souvent, mais des fois le week-end aussi. Enfin, le week-end c'est là que j'essaie de me libérer pour passer du temps avec mes amis, pour faire des activités détente, des activités cool avec les amis. Et aussi, un truc que j'aime beaucoup, c'est la sieste le dimanche après-midi. Là, il y a le créneau de 14 heures à 19 heures. Là, je regarde des animés et je dors. C'est une Là. sacrée sieste, 14-19. Ouais, je dors pas pendant 5 heures, mais j'alterne, je me réveille, je regarde un animé, je me rendors. Ça, c'est la. Oh. Je rattrape, je rattrape. Mais oui, bah, tu vois, il faut que tu aies plus de sommeil. 5 ou 6 heures, là, c'est... Ouais, J'aimerais mais tellement. il me faut une chérie pour qu'elle m'oblige à me coucher plus tôt. Mais j'ai pas de chérie, alors pour l'instant, je travaille. Ah ouais. Mais toi, moi, tu vois, j'ai bloqué mon téléphone, là, à 22 heures. Je peux utiliser plus aucune application, je peux plus rien faire dessus, il devient inutilisable. Du Ah, coup, c'est je bien. m'ennuie, je vais lire, et voilà, je m'endors. Ah, c'est pas bête, ça. Ça, c'est pas bête. Ouais, ça marche trop trop bien. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée, Paul. J'aime bien. Euh, Est-ce que, enfin, aujourd'hui, parmi tout ce que tu fais, les différents réseaux sociaux, la partie écrivain, que fiction ou non fiction, est-ce qu'il y en a un, t'arrives à dire, c'est ça, c'est ce pilier-là qui me ramène le plus de clients? Ou c'est les Plus gens, en de fait, ils viennent un peu clients. de ricochet, ils viennent partout. Alors, ça dépend de la temporalité dans laquelle on va analyser ce paramètre. Parce que pour Ouais, l'instant, c'est la chaîne YouTube d'aide face aux relations toxiques. ok. Et, Inch'Allah, dans le futur, ce Ce sera sera, la secrète. ce sera surtout les romans. C'est ça que je veux. Ah. Les répandre dans le monde. C'est mon projet. C'est pour ça que j'y consacre tant de temps. Et les romans sont liés à cette, on va appeler ça un univers, c'est-à-dire le site YouTube, Facebook, Instagram, les romans sont liés à cette entreprise-là, ou alors tu les vois comme euh, toi limite tu fais ça sous un autre pseudonyme, des romans qui n'ont rien à voir, tu vois. Bah, c'est sous mon nom que je les écris, hein, c'est toujours Stan Carré. Mm. Oui, 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 mais peut-être tu vois quelqu'un qui cherche un roman dans tel style, peut-être que dans le roman, s'il te connaît pas, tu vas faire aucune référence à tous tes autres contenus de ailleurs. Exact. C'est cela. Ok. Et Je veux comment alors vraiment ces romans... développer des romans
je veux vraiment développer cet aspect-là. C'est Ah, important pour ah, moi. mais C'est oui. pas un roman que je fais en rapport avec mon activité ou quoi que ce soit. Je veux vraiment qu'il se répande dans le monde, quoi. Ok, oui, mais en fait, ma question, elle était con, c'est que j'ai cru que les romans, Non. tu voulais qu'ils t'amènent des consultations Ah non, non, pas ou du tout. autre. Mais en Non, fait, après, ça c'est aurait pu quand tu éventuellement, dis que mais tu non. veux gagner de l'argent avec les romans, c'est pour la partie vraiment revenus d'auteur, royalties et tout ça. Ouais. Ok, en fait, j'étais parti trop sur le business web, business web. Ah ouais, J'étais trop mais là-dedans. je vise autre chose avec les romans. Ok, ah Parce bah, que, trop bien. après, parce qu'en fait, euh, je m'intéresse beaucoup à la structure d'un scénario. Et s- après, faut que ce soit des séries et des films, tu vois. Ah bah ouais, tu vas nous faire une Stephen King, toi. Bah, je vise, j'aimerais ça en fait, qu'il se répande en œuvre audiovisuelle. Ah bah ouais. Tu l'as lu son bouquin où il explique, le seul bouquin de non-fiction qu'il a fait, où il Écriture, mémoire explique comment il d'amitié. est. Voilà, tu l'as lu. Je l'ai lu, Enfin, je l'ai lu, j'en ai lu une bonne partie. ok. Tu as J'ai bien lu pas aimé. mal de livres de narratologie. Ok. Et alors, si on revient à la partie entrepreneuriat web, Oui. euh, combien de temps il t'a fallu pour en vivre entre le moment où tu as débuté, tu vois, le moment où tu crées ton premier site web que tu trouvais moche et que tu lances du YouTube, ta newsletter et tout ça, et le moment où tu t'es dit, ça y est, ça peut être un vrai métier. Euh, je me suis dit dès le début, ça peut être un vrai métier, c'était mon objectif. Ok, le moment où tu te dis, c'est Le- devenu mon vrai métier. bah, le moment où j'ai réussi à en vivre financièrement, c'était l'univers fait bien les choses, le moment où mon chômage s'arrêtait. Euh, Oh, quel timing. la concordance était parfaite et c'était, et je dirais 2 ans et demi après. Ok, Mais parce que ok. je savais pas les bonnes pratiques. Je pense que si moi de maintenant je revenais à l'époque, je voyageais dans le temps, que je lançais les choses, je mettrais pas 2 ans et demi à en vivre, hein. Ce serait beaucoup plus vite. Hmm, Mais comme je faisais pas du tout les bonnes pratiques, tant que je me développe petit à petit, que je tâtonne, et ben voilà. ouais. Bah justement, c'était une de mes questions. Si tu devais recommencer de zéro aujourd'hui avec tout le savoir que tu as emmagasiné, toute ton expérience, tu ferais comment? Enfin, c'est quoi? Est-ce que tu referais pareil dans le sens un site, un YouTube, une newsletter? Ou est-ce que tu te focuses sur un, tu ferais quoi? Bah un site YouTube et newsletter, c'est des choses importantes, faut le faire. Mais je diviserai mon activité sur YouTube en 2 chaînes dès le début parce que j'ai mis du temps à le faire et ça a pourri mon algorithme. Ah merde. Voilà, donc je ferai ça dès la genèse en fait. Ok, Donc il y aura une chaîne focalisée sur l'aide aux relations toxiques et une chaîne focalisée connaissance de soi, transcendance des émotions de souffrance, tout ça. ok. Voilà ce que je ferais de différent si je devais recommencer dès le début. Et aujourd'hui, ta société, elle fait un chiffre d'affaires de combien à peu près en ordre d'idée? Euh, genre par mois ou par année. Soit par mois, soit par an, comme tu veux. Moi, je donne plus généralement par an parce qu'il y a des mois où je suis en galère et des mois où c'est très bien, tu vois, donc plus en lycée, Bah en ce que vrai, tu préfères. ouais, les mois ça change en fait parce que il y a les consultations et euh, selon les parce qu'il y a les droits d'auteur aussi, il y a les revenus des retraites, donc ça dépend de quand les gens ils s'inscrivent. Et puis, Ouais. ça dépend des périodes des inscriptions ou pas. Donc, franchement, ça va Bah, changer sur selon les l'année mois. alors plutôt. Ben, j'aurais pas le chiffre en tête précis. Je tiens pas de compta. Je fais juste les déclarations d'impôts en vrai. Donc, Tu tiens pas euh, de compte, tu fais pas de déclaration URSSAF ou des trucs comme mais ça. si, je fais les déclarations URSSAF, mais j'ai pas le truc de Ah, l'année en tête. C'est ça que je veux dire. ah oui, J'ai ok. pas le récap. C'est pour ça que je peux dire sur les mois. Je peux dire plus facilement. Mais sur l'année, parce qu'avec le statut d'entreprise, je suis pas obligé d'avoir un comptable avec mon statut actuel. Donc, Hmm. parce que Oh, déjà, les puis droits faut d'auteur, mettre. ça vient en tant que salaire. Enfin, Ouais, c'est un sous-salaire. Enfin, c'est une forme de salaire. J'ai oublié le code, mais chaque fois je le recherche pour les impôts. Mais ouais. Mais c'est c'est en payé toi. en perso. C'est pas payé à l'entreprise, les droits d'auteur, Ouais, non? c'est ça. C'est Ouais. ça. Du coup, selon les mois, c'est, je sais pas, aux alentours de 2000, je dirais. Après, il y a les mois des retraites, et du coup, c'est différent, parce que je reçois beaucoup de sous d'un coup, mais après, il faut Hmm. aussi payer l'équipe du désert, après, d'un pourcentage de Ok, ce que je reçois. ok. Eh ben, super. Et
est-ce que, alors c'est pas sur l'argent là, mais est-ce qu'il y a des moments où tu doutes de ton activité, de toi, plus question mentale, tu vois? Moi, quand je faisais beaucoup la partie sur les Et je suis en HPI et règle hein, pour la l'hypersensibilité. compta, hein. Je fais mes déclarations URSSAF. Je tiens à Attention, le s'il y a préciser. quelqu'un des impôts qui écoute ça, Non, mais même pour tout le monde, hein, je fais mes déclarations URSSAF tous les mois, c'est obligé de le faire. Mais après, t'es obligé. au niveau de l'année, je sais plus parce que, enfin, j'ai plus du tout les chiffres en tête de combien je fais au niveau de l'année. Enfin, Ouais, ouais, mais genre les t'inquiète. déclarations de l'impôt, je le fais genre une fois. Après, j'oublie. Et puis il y a les différentes catégories, donc, enfin voilà. Ah non, c'est la Puis, galère. ouais, c'est la galère. Mais bon, en tout cas, voilà, je suis en règle, tout va Bon, bien, je suis honnête, tout va bien. Je, c'est un honnête monsieur. Oui, je me fais sucer la moelle par l'État. Tout va bien. Je suis en règle, Ah là monsieur le là. gouvernement. Vous me sucez bien la moelle, Ah j'ai là fait le don là. de ma moelle. Ne nous lançons pas là-dedans dans ce sujet-là, ça va faire des gens fâchés. Oui. Euh, Mais donc, tu me est-ce que demandais donc quoi? Est-ce que je ouais, doute? toi, il y a Ouais. des moments où tu doutes de ton activité, de tout ça. Tu vois, moi, il y avait, je le ressentais beaucoup plus quand j'avais la partie HPI hypersensibilité, que je travaillais beaucoup sur ces sujets-là, donc avec du YouTube, un blog et newsletter. En fait, vu que c'était moins concret que ce que je fais maintenant, tu vois, c'était beaucoup sur aider les gens à se sentir mieux, mais t'as pas une échelle de comment tu te sens mieux, tu vois, c'est à la perception de chacun. Il y avait plein de moments où je me disais, mais Paul, en fait, tu fais de la merde, tu vois. Ouais. Ou et plein de moments de doute, ou des gens qui, en fait, venaient me saouler et tout ça. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que t'as ou que tu ressens parfois? Hmm. Ouais, je peux avoir des moments de doute. Je me dis, mais je vais où? Je vais dans quelle direction? Je continue. Ça fait longtemps, je continue. J'ai pas les résultats que je veux, mais je continue à avancer. Je cherche comment corriger ça. C'est long, c'est long, c'est long. Il y a des doutes là-dedans, bien sûr. Il y en a sur ce chemin, j'en ai, oui. Euh, Après, pour les romans, par contre, j'ai aucun doute. Il faut que je continue. Waouh. Parce que je sens Ok. que c'est vraiment le truc qui met le plus en joie, qui me fait le plus de bien. Je sens qu'il faut que je continue ça. Peu importe ce qui se passe, je continuerai ça en fait. Voilà. Oh, c'est trop beau. Et comment Merci. tu gères la haine en ligne, en fait? Parce que t'es hyper exposé, tu vois, t'as fait plein de... Enfin, tu fais plein de vidéos, il y a plein de gens qui les voient. Je suppose que tout le monde ne les aime pas et qu'il y en a qui adorent le dire quand ils les aiment pas, tu vois. Euh, Moi, je me suis pris un commentaire hyper haineux, là. C'est pour ça que, en fait, j'ai décidé de poser cette question. Hier, j'ai ouvert mes mails, j'ai eu un mail, mais de pure haine. Et le Oh pire, non. c'est que d'habitude, ouais, d'habitude, c'est des gens juste, ils t'envoient connard ou ta gueule. Et je m'en fous. Bon, ça va, hein. Mais là, c'était hyper bien construit, genre en 10 points, pourquoi je suis trop nul. Oh Et en non. vrai, ça m'a atteint, tu vois. Mais D'habitude, ça ouais, m'atteint t'as pas, mais reçu ça m'a un atteint. enfoiré de toxique là qui t'a rédigé son mail Ouais, des ténèbres là. Mais quel con. ouais. Et il a dû mettre une bonne heure à le rédiger, tu vois. Enfin, Ah mais il là, y a il a passé du bien temps. nourri sa haine, hein. Il a bien fomenté sa Ouais. haine. Et toi, est-ce que ça t'arrive, parce que tu es plus exposé que moi, euh, et quand ça t'arrive, comment tu le gères? Alors, j'ai vu entre-temps que tu avais fait une vidéo où tu répondais, là j'ai vu, tu l'as publiée il y a 2 heures, tu Ouais, répondais tu de tombes manière bien parce que humoristique à ce matin il quelqu'un. s'est passé quelque chose là. Mais en vrai, déjà, je tiens à dire que les commentaires méchants, ils sont tellement rares. Il y en a tellement peu. Ouais. Quand je fais des vidéos, j'ai entre 100% et 98% de likes sur YouTube. Sur les vidéos, Waouh. bah parce que je m'oriente vers l'utilité, vers aider les gens de manière utile. Mon contenu est très axé sur l'utilité. Et puis les gens, je touche un public particulièrement gentil, peut-être. Je sais pas si ça change de nos publics à nous deux. Parce que dans le public, Hmm. la niche business, on va dire, il y a certes des gens qui veulent réussir leur business, mais ça veut pas dire qu'ils sont forcément tous des gens bien. Il y a peut-être des gens bien qui Non. nous écoutent, certes, mais il y a peut-être aussi quelques méchants qui rôdent et qui veulent gratter des infos pour Hmm. réussir. Mais après, les gens qui s'intéressent à la connaissance de soi, la transcendance des émotions de souffrance ou l'aide face aux relations toxiques, c'est principalement un public de gentils. Donc c'est rare que je tombe sur des méchants commentaires. Ouais. Il y en a très peu. Et franchement, je m'en fous totalement. Mais je m'en Oh, fous. Ça m'en touche une sans ok. faire bouger l'autre, comme on raconte. Mais ce matin, il m'est arrivé un commentaire rigolo. Ouais. Tiens, je vais te le lire. Euh, Bon,
C'est sur une vidéo qui a fait beaucoup de vues où j'ai eu genre, je sais pas, 150 commentaires ou un truc dans le genre. Donc ils sont tous gentils sauf celui-là, je crois. Ou presque. Il a dit, alors toi, tu n'étais pas un pervers narcissique, mais un gros connard qui est là juste pour se faire du fric. Tu donnes des conseils. Je suis sûr que tu as même pas la trentaine avec ta gueule de gamin. Franchement, tu as pas honte. Ah oui, tu dois pas savoir faire grand-chose de tes 10 doigts. En fait, il y a que ta bouche que tu sais faire marcher. Elle pourrait servir à faire autre chose. Alors, Allez, l'homophobie gratuite. ah, l'homophobie? Pourquoi? Ah ben, moi, je lis ça, je me dis qu'avec ta bouche, putain, je peux pas le dire Ah, ça, je vais me faire. d'accord, ok, ouais. Bah du coup, il m'a tendu une perche, le mec, hein. Je ne pouvais pas résister à cette perche, parce que là, il m'a carrément tendu la chaise pour se prendre un coup dans la gueule, parce que je regarde du catch, donc voilà. Et du Ah, coup, je lui ai répondu, bonjour Laurent, merci du compliment. Attends, ouais, je dis bonjour Laurent, merci du compliment, tu me rajeunis, parce que j'ai plus de 30 ans. Hein. Et je dis, et pour ma bouche, et pour mes 10 doigts et ma bouche, demande à ta mère si je sais bien m'en servir. oh mon Dieu. Bon, mais en même temps, il a cherché. Hein. Attends, quand Il cherche, tu il fais un cherche. commentaire comme ça, je pouvais pas répondre autre chose, moi. Oui, mais t'as choisi de répondre, tu vois, tu pourrais prendre le truc de ne pas répondre aussi. Des fois, je réponds Je pas, dis pas que c'est ce qu'il faut faire ou mais ce là, qu'il faut c'était pas faire, drôle. hein. Mais là, c'était drôle de répondre. Franchement, t'as très bien répondu. Tu l'as très bien géré, ça, oui. Mais c'était trop drôle de répondre à ça. Je peux pas ne pas répondre. Enfin, genre, c'était tentant. J'avais envie de répondre à ça. Il t'a tendu une perche. Il t'a tendu Mais une oui, perche. j'ai tendu la chaise pour que je mette un coup avec. Voyons. C'est vrai que ça fait très catch. Je suis pas du tout habitué au catch, mais c'est vrai que Ouais, c'est les chaises je en le vois. métal du public. Là, Ouais, bam, dans la tête. trop bien. Mais écoute, j'essaierai peut-être de faire une réponse humoristique au mail de la méchante madame. Oh Euh, non, je pense que on si c'est verra. un mail avec 10.NE, en vrai, Non, bah toi, non, non, je vais le laisser passer. Mais tu vois, ce que je trouve le plus fou, c'est que j'ai remonté l'historique. C'est une nana qui a acheté une de mes formations il y a plusieurs années sur la partie HPI hypersensibilité, qui m'a suivi sur le deuxième contenu sur l'entrepreneuriat web et qui me lit depuis 1 an. Et là, elle me pond ça. elle a décidé de faire une dissertation sur pourquoi t'es nul. Ouais, c'est ça. En plus, elle donne Mais des il a qu'à pas te arguments suivre faux. si t'es nul, aussi, au lieu Mais de c'est nous ça, moi, saouler, là. j'arrive pas à comprendre. Enfin, s'il y a quelqu'un que j'aime pas son contenu pour une raison ou une autre, je change de contenu. Je prends pas plaisir à lui expliquer pourquoi je n'aime pas son contenu. Je comprends pas pourquoi. Et ouais, surtout pourquoi il est nul, quoi. Enfin, ça va Ouais. pas, ça. Et je le fais des fois, hein, quand il y a des gens qui m'écrivent des commentaires pour critiquer mon contenu et que c'est pas pertinent. Enfin, quand il y a une critique Hmm. constructive, je l'écoute. Ah bah Et oui, après, je peux normal. l'appliquer. Il y a des gens, des fois, ils me font des critiques constructives et je me dis, ah ouais, ça c'est pas bête. Du coup, et après, je m'en sers. Mais quand c'est des critiques haineuses, ben, je leur dis, mais personne n'est obligé à rester sur mon contenu, au revoir. Voilà. Complètement. Je Complètement. leur dis, allez, Mais je ouais, te chasse avec un balai. Des fois, j'ai écrit des choses comme ça, hein, voilà. Comme dans les cartoons. ouais, ça ira de mieux en mieux. Faut que je prenne du galon là-dessus. Ouais, ça va aller, t'inquiète. Je suis un grand garçon. Allez, voilà. Ouais, tu vas gérer Paul. Et puis on dédicace à cette personne parce que vu à quel point elle est fan de toi et qu'elle te donne beaucoup d'énergie là, il y a des chances qu'elle regarde notre interview. Alors on lui souhaite de la paix intérieure. Bonjour madame. Ouais, et elle Bon- m'a donné des sous en plus Bah bonjour madame, en c'est pas la achetant mes peine de mettre un formations. mail haineux comme ça. Hein. Si vous aimez pas quelque chose, vous pouvez le dire de manière constructive et gentille madame. Parce que je sais que vous regarderez Exact. peut-être cette vidéo vu à quel point vous êtes attaché au travail de Paul. Voilà. Et je vous Exactement. souhaite Puis ça de la fait douceur. Voilà. 1h16 qu'elle nous écoute pour en train de dire oh, qu'est-ce qu'il est nul, qu'est-ce qu'il est nul depuis une heure Non, ça 16 crève bleu. Oh, quelle merde ce Mais garçon. c'est comme les vieux dans les Muppet Show. Comment ça? Dans le Muppet Show, tu connais les Muppet Show? Mais non, Avec j'ai pas Kermit la la référence. grenouille et Piggy la cochonne et Gonzo et Animal et tout là. Non, j'ai pas regardé ça. Tu regardes Je pas le connais pas Muppet du tout. Show? Enfin, tu connais pas? Je vais me le... Euh, Non, je me le note dans mes notes là. Muppet Show, mais je regarderai ça juste date, après. hein, c'est un programme qui passait à la télé il y a longtemps par Jim Henson. Et en fait, c'est un show de marionnettes et qui critique aussi des sujets de société un peu des fois. Enfin, ça dépend pour certaines saisons quoi. Et Ouais. en fait, il y a deux personnages dans le Muppet Show. C'est deux petits vieux. Deux petits grands-pères aigris, deux marionnettes, deux petits vieux, ils sont devant la télé. Et tout ce qu'ils font à chaque fois, tu les vois pendant les entr'actes, tout ce qu'ils font, c'est critiquer le show, mais ils le regardent tout le temps, ils regardent chaque épisode, et ils passent l'épisode à le critiquer, et ils disent des trucs du genre, tu sais ce que je ferais si j'étais riche? Non, quoi? Je rachèterais l'émission, j'achèterais la chaîne et je supprimerais l'émission. Ouais, c'est Mais exactement pourtant, à elle. chaque épisode, ils sont là. Je...
Faut que je regarde ça, que je le retrouve et je leur enverrai ça aux gens maintenant. Ah oui, tu peux leur envoyer. Oui, oui, mais je leur ai déjà dit une fois sur YouTube, des gens qui me critiquaient comme ça et qui critiquent souvent. Je leur ai dit, enfin, j'avais déjà vu le même pseudo quelques fois aussi. Je lui dis, mais t'es comme le petit vieux des Muppet Show en fait. Voilà. Bon, moi c'est l'exemple parfait pour moi parce qu'à chaque épisode ils sont là, mais ils passent l'épisode à le critiquer. Oh, les gens. Enfin, bref. J'aime bien terminer ces échanges en posant des 5 questions-réponses. L'idée, c'est que tu donnes une réponse rapide, un mot, une phrase, ou un conseil, enfin ça dépend de la question. Il n'y a pas de Ouais. question piège. T'as le droit de dire Joker et de passer pour autant si jamais tu veux pas répondre. Ok. Est-ce que t'es prêt? Ouais, tu m'as dit en moins de 30 secondes. Hein. C'était ça que tu m'avais écrit par mail. Ouais, c'est rapide. Ok. Alors, peut-on aimer quelqu'un et rester dans une relation toxique? Techniquement, on peut, mais ça fait pas du bien si la personne a un comportement toxique. Enfin, Ok. techniquement, on peut se forcer à le faire, mais Oui, c'est vrai. tant que la personne a des comportements toxiques ou que les schémas toxiques de la relation ne sont pas réglés, on ne trouvera pas d'équilibre dans la relation ou de paix intérieure dans la relation. Ok. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. On sort de mes réponses flash là. Mais Ok. comment je sais si je suis dans une relation toxique? Enfin, est-ce qu'il y a un moyen simple de le savoir? Genre des cases à cocher, tu vois? Ou, ou ça marche plus au feeling? En gros, est-ce que c'est toxique si je me sens pas bien et que je me sens diminué ou agressé? Enfin, Ça peut comment on être un dit ça c'est indicateur, toxique oui. versus ça ne l'est pas? Bah, ça peut être un indicateur, ce que tu dis, que c'est une relation toxique. Ça peut être quelque chose qui nous amène à porter notre regard dessus, mais c'est, en fait, pour moi, une relation toxique, c'est, pour reprendre l'image, c'est comme dans un sablier. Dans un sablier, ce que tu peux faire, c'est faire passer le sable d'un côté ou de l'autre. Mais il peut pas sortir à moins que tu casses le sablier. La relation Ouais. toxique, c'est pareil avec la souffrance. Il y a une souffrance qui est dans la relation et qui va rester d'un côté, généralement c'est toujours du même, mais des fois elle peut juste se transférer d'un membre à l'autre de la relation. À moins que la relation ne se brise. Dans la relation toxique, bah, ça c'est un indicateur. Mais la meilleure chose à faire pour savoir si une relation est toxique ou pas, c'est de comprendre les schémas de relations toxiques, de voir les schémas de relations Ok. toxiques et de savoir les identifier dans la relation et de comprendre pourquoi c'est toxique, donc pourquoi est-ce que ça agit comme un facteur dégradant de notre bien-être, pourquoi est-ce que ça ne peut pas se régler, si tel est le cas, bien entendu. Voilà, donc il faut savoir les reconnaître, ces facteurs-là. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça dont je parle Donc c'est dans quelque ce livre. chose. Ah, voilà. Ça vient presque du coup avec l'expérience finalement. Donc il faut soit que tu aies eu vraiment pas de bol et que tu collectionnes les relations toxiques, soit que tu te fasses accompagner de quelqu'un qui te dit là, ça pue. Oui, voilà, c'est ça. Soit pas de bol et que tu apprennes de ton expérience de vie, soit quelqu'un Hmm. qui t'explique pourquoi c'est toxique, en effet. Ok. Ok. Retour à nos réponses flash. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, justement, parce que j'ai mis tous les comportements de relations toxiques dedans. Ah bah parfait. Est-ce qu'on peut aider les autres sans être guéri soi-même? Oui, clairement. Parce que notre capacité à aider quelqu'un à faire quelque chose, tant qu'on est capable de se concentrer pour être pleinement présent et d'exercer avec la personne, même si nous faisons face à un défi de souffrance, bah, Ouais. on peut aider quelqu'un à faire autre chose, tant qu'on a la capacité, enfin, tant qu'on peut mobiliser nos capacités et notre concentration pour l'aider. Ok. Faut-il travailler sur soi toute sa vie? Faut-il? Ben, on le fait au besoin. Mais je pense qu'on évolue toute notre vie et qu'on apprend des choses et qu'on grandit intérieurement toute notre vie. Mais je pense qu'on atteint aussi un palier, un palier d'après la souffrance, un palier de paix intérieure assez stable et assez solide et dense à un moment. Est-ce que c'est ok parfois d'être un peu égoïste et de faire du mal à quelqu'un d'autre pour réussir? Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je fais pas ça. Ok. Je fais pas du mal aux gens pour réussir. Je souhaite pas faire du mal à quelqu'un. Et si je le fais, ce sera jamais intentionnel. Et si je me rends compte, j'arrêterai de le faire. Et dernière question, est-ce qu'on peut vraiment changer quelqu'un d'autre? Non, on peut pas Pas changer en quelqu'un tant que d'autre. coach, mais en tant que dans une relation toxique, tu vois, est-ce que l'autre peut devenir détoxique? On peut pas changer quelqu'un. S'il y a un bouleversement psychologique qui doit se faire, c'est la personne elle-même de l'opérer. Mais c'est pas nous qui allons faire le bouleversement psychologique chez elle. Ok.
Eh ben, merci beaucoup, Stan. Merci, Merci Paul. d'avoir pris le temps de venir. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre, te contacter, tout ça, par où est-ce qu'on passe? Bah, pour me contacter, il y a mon site internet. Je sais pas si tu mettras le Ouais. lien dans la description, c'est Je mettrai tout dans la msophrologie.fr. description. Ok. Après, vous pouvez me suivre sur YouTube, sur ma chaîne d'aide face aux relations toxiques, si c'est un sujet qui vous intéresse. Sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Insta. Vous tapez juste Stan Carré, c'est A2RY, comme Jim Carrey. Voilà, vous me trouvez Ah sur ouais. Facebook ou Instagram, vous pouvez suivre mon compte. Voilà. Il y Trop a ma bien. newsletter Eh ben, aussi, si ouais. jamais. Ben, je remettrai encore une fois tous les liens dans la description. Encore merci, Stan, et à très Merci à toi de bientôt. m'avoir reçu, Paul, pour ta bienveillance. Merci pour tes questions très intéressées, parce que tu as de l'intérêt que je ressens. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ma quête, sur l'âme, sur mes romans, sur tout ce qui m'anime et me tient à cœur. J'ai pu le faire auprès de personnes qui ne me connaissaient pas. Donc j'ai beaucoup de gratitude que tu m'aies offert cet espace pour ça. Merci beaucoup, Paul. Avec plaisir.